Annabelle Nakache, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Écoute, je suis ravie de te retrouver sur Tandem TV, donc comédienne, humoriste, actuellement avec une chronique régulière sur Radio J. Et on est ravis, nous on t'avait connu il y a quelques temps, tu étais venu déjà nous rendre visite sur Tandem TV pour ton spectacle J'en ai plein le couple, qui a cartonné dans toute la France avec ton acolyte Rudy Mayotte. Mayoute. Et puis là, on t'a contacté, on t'a demandé de venir un petit peu nous raconter, prendre un peu le pouls plutôt de la situation en France, et que tu nous racontes comment ça se passe aujourd'hui en France pour une comédienne et une humoriste qui a non seulement pris parti pour Israël, mais qui s'est payé en plus le luxe d'une tribune qui a fait le tour du monde, en 700 000 vues, quelque chose comme ça, en plus que ça. Combien de vues? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc depuis quelques mois, je suis chroniqueuse, donc humoriste, le matin dans l'émission de l'actualité plutôt politique, et aux côtés du journaliste Christophe Barbier qui reçoit des députés, des ministres, etc. Et donc moi, je suis là pour rire de l'actu, puisque c'est mon métier à la base, c'est de faire rire les gens. C'est comme ça qu'on a commencé à interagir ensemble d'ailleurs, et j'aurais préféré qu'on se retrouve pour parler de ce genre de choses, mais bon, c'est comme ça, on maîtrise pas le monde. Et c'est vrai que du coup, donc moi, je fais des chroniques 2 fois par semaine, et arrive le 7 octobre, et évidemment, on a tous eu la même réaction, je pense, une réaction universelle, tous les juifs du monde. Ce choc, cette horreur, cet effroi. Et donc, je me dis, il va falloir que j'écrive quelque chose. Et bon, évidemment, la rédaction de Radio J me dit, oui, on va pas faire quelque chose de drôle. Ah bah ça, c'est sûr, c'était pas prévu pour le coup du tout. Et en fait, évidemment, je suis sur une radio J, une radio juive, mais bon, après, je parlais pas plus que ça. En général, je parlais de mes origines, mais pas forcément de mon attachement à Israël. Et en fait, est arrivé pour moi un moment où je me suis dit, j'ai eu le déclic, et je me suis dit, écoute, de toute façon, t'es juive, tes grands-parents, ils ont survécu à des pogroms et à des atrocités, que ce soit en Pologne ou en Algérie. La majorité de ta famille habite en Israël. Israël, ce pays que j'adore et que je connais très très bien. D'ailleurs, si ça se trouve, je sais où vous êtes. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est le moment en quelque sorte, de faire son coming out, un petit peu dans cette énergie-là, et de dire vraiment ce que j'ai fait au fond du cœur, et ce que je pense on ressent tous pour Israël. Alors ça a été une explosion là, cette chronique, elle était magnifique, c'était une véritable déclaration effectivement d'amour. Tu as appelé ta chronique Israël la vraie insoumise. C'était une déclaration d'amour, un hymne à la liberté qu'on peut retrouver ici, à l'espoir, à la tolérance. Et au fur et à mesure que tu déclames, on mettra le lien bien sûr de la rubrique, de la chronique, mais au fur et à mesure que tu déclames ton texte, on sent des tremblements dans la voix, on te sent prise vraiment d'une véritable émotion. Comment t'as géré à ce moment-là? Aujourd'hui, mon cœur saigne. Je me dois de m'exprimer sur ce qui se passe, tout ça parce que juive, mais avant tout ça parce que je suis un être humain. J'aimerais vous parler d'un membre de ma famille qui a énormément souffert ces derniers jours et qui, au fond, a toujours été mise à l'épreuve depuis la nuit des temps. On l'appelle Israël. Elle accueille de nombreuses personnes chez elle. Beaucoup de gens l'aiment, la soutiennent et lui rendent souvent visite. Et pourtant, certains qui n'ont pas pris le temps de la connaître la détestent, lui crachent au visage et rêvent de la piétiner. Israël, c'est ma cousine, un peu exubérante, un peu brillante, chez qui on a plaisir à partager de la joie, pour passer les fêtes, pour se retrouver autour d'un bon plat, qui danse, parle et qui chante fort et qui n'a honte de rien et surtout pas d'exister. Israël, c'est cette combattante qui n'avait rien, qui avait faim, qui a toujours eu les pieds dans le sable, les mains dans la terre et qui, à force de travail acharné, est devenue cette personne accueillante qui a construit un foyer chaleureux. Israël, c'est cette magicienne qui a réussi à faire pousser des fruits sur sa terre, qui a rendu potable l'eau de la mer, qui est devenue mère nourricière dans un désert. Israël, c'est cet avant-gardiste qui cherche constamment la nouveauté, qui a toujours le dernier gadget à la mode, qui veut s'améliorer, qui pousse la recherche encore plus loin, qui permet à des humains, quelle que soit leur religion, de guérir à travers le monde grâce à sa médecine, à des gens de se défendre grâce à sa technologie. On pense dernièrement aux Ukrainiens, bien sûr.
Israël, c'est cette mère et grand-mère d'enfants qui jouent et se promènent dans les rues sans avoir peur de se faire enlever d'habitude. C'est ces femmes libres qui sortent sans se faire agresser. Ces religieux qui habitent à côté des laïcs. C'est la jupe longue qui se balade à côté du mini-short, les kippas qui rencontrent les piercings. C'est les homosexuels qui peuvent librement aimer aux terrasses des cafés. Les arabes qu'on côtoie tranquillement sur le même palier. En fait, c'est un... encore, j'ai dû couper ce que j'avais envie de dire tellement j'avais de choses à dire. Mais c'est vrai que dans ce texte, j'ai vraiment eu envie de montrer ce que chaque juif ressent pour Israël. Parce qu'on peut être juif et voilà, mais on a tous... J'avais vraiment envie de montrer cet attachement et expliquer pourquoi on est attaché à Israël, qu'on habite en Israël ou qu'on soit en diaspora. Et évidemment, en l'écrivant, j'ai pas mal pleuré, pour ne rien vous cacher. Oui. Bah oui. Et en fait, au moment de le dire, c'est plus des tremblements de rage, évidemment d'émotion, mais c'est vraiment une rage contenue d'avoir assisté de notre vivant à cette horreur et de se dire que l'histoire s'est répétée. Et ces tremblements que j'avais, ils témoignent de ça, surtout, vraiment d'une colère. Et voilà, après, je suis allée jusqu'au bout de ce que j'avais à dire et j'avais une mission et j'y suis allée. Et ce qui est marrant, ce qui est étrange, c'est que le temps s'est vraiment suspendu à ce moment-là. Quand on était dans le studio, on était plusieurs, les journalistes, la présentatrice et les gens de la radio. Et quand la chronique s'est terminée, le directeur de la radio à ce moment-là m'a dit il s'est passé quelque chose. Il a ressenti tout de suite qu'il s'était passé quelque chose. Et il m'a dit tu verras, le message va passer parce que tu as parlé avec ton cœur. Et c'est vrai que c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc de dingue. Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie, pour être honnête avec vous. On le sentait vraiment. En fait, j'ai commencé la chronique a commencé à être diffusée via la radio et via mes réseaux sociaux. Et en fait, les gens que je connaissais me renvoyaient le texte, ils tombaient dessus, les gens se l'envoyaient. Et en fait, j'ai reçu des milliers et des milliers de messages pendant plusieurs jours de gens qui me témoignaient, qui ressentaient exactement la même chose et qui avaient besoin que quelqu'un le dise parce que voilà, on se sent dans ces moments-là. Évidemment, nous, on a un point de vue différent en France et partout dans le monde. C'est ce qu'on voit bien aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens à travers le monde qui se sentent seuls. Et ce texte a permis à des gens de se sentir moins seuls et de se sentir compris, voilà. Et comment a réagi le patron des LR? Son nom m'échappe là tout de suite. Comment il s'appelle le politique Éric Ciotti. Comment a réagi Éric Ciotti? Il était très touché et en fait juste après, donc c'était moi j'interviens juste avant l'interview. Je suis là pour un peu d'habitude détendre l'atmosphère avant que l'invité se fasse cuisiner par le journaliste Christophe Barbier donc. Et là, il s'est appuyé sur mes mots pour décrire ce qui se passait. Il a complètement adhéré à ce que j'avais dit, quoi. Alors, Avi a une question, je crois, pour toi. Oui, une question très naturelle. Il n'y a pas tant d'humoristes juifs qui ont pris la parole depuis le 7 octobre. Je sais, on s'attend à cette question, mais c'est vrai que ça nous touche. Ça nous touche parce que, par affinité, c'est vrai, on écoute ceux qui, connus, racontent des histoires juives ou avec un prisme juif, avec un regard, quelque chose et tout. Et puis finalement, silence. Silence, pas absolu, mais presque. Et finalement, avec toi, on a eu une espèce de libération. Mais en même temps, il me reste de l'amertume. Comment tu expliques ce silence? En fait, je pense que chacun doit se mettre face à ses responsabilités, que ce soit à la fois d'artiste, mais d'être humain, en fait. Vraiment, et moi, c'est ce que je dis dès le début de ma chronique. J'ai parlé en tant qu'être humain, et pour moi, c'était une vraie responsabilité parce que j'estime que si je suis vivante aujourd'hui et que j'ai des enfants et que je peux vivre, c'est que je suis un miracle parce que mes grands-parents ont survécu et que même ils se sont battus dans leur vie pour vivre et survivre. Et donc je me devais pour eux, pour leur mémoire et pour l'histoire de notre peuple, de parler en fait. Vraiment, j'ai ressenti ça comme un devoir. Et je me suis dit, de toute façon, on est juif et on nous le renvoyera toujours à la figure. Et je préférais assumer vraiment ce que j'étais, ce que je pensais.
Et c'était un moment critique, et j'ai pris cette décision-là. Et j'aurais pu faire comme évidemment la majorité des artistes et me taire ou en dire beaucoup moins et prendre moins de risques, parce qu'évidemment je me suis exposée, je me suis littéralement mise à nu. C'est ce qu'on demande des fois des artistes, mais pas de cette manière-là. Et voilà, c'est quelque chose de très personnel et j'en assume les conséquences. Alors, c'est comme ça, j'ai fait ce choix, et peut-être que ça me fermera des portes, peut-être que d'une certaine manière, ça m'a permis aussi de délivrer un message avec des gens et de faire des rencontres que j'aurais peut-être jamais fait si j'avais pas eu ces mots et ces pensées, quoi. Évidemment. Alors, c'est sûr, on a envie, dans ces moments-là, comme dans tous les moments de douleur et de deuil, parce que c'est vraiment ce qu'on a tous ressenti, et ce qu'on ressent encore aujourd'hui d'ailleurs, et qu'on ressentira pendant encore très longtemps, et on a besoin d'être entouré et d'avoir des gens qui nous comprennent. Et c'est sûr que quand le public et les spectateurs donnent une partie de leur cœur et de leur à des artistes parce qu'ils partagent leur point de vue, leur humour, et en fait ils ont envie aussi de pouvoir partager ça. Et moi c'est moi j'ai eu envie de partager aussi. Je suis quelqu'un d'assez sensible, et donc j'estime que le rire c'est aussi se baser sur la vérité, et la vérité c'est pas que les choses qui on se base. L'humour juif, c'est vraiment l'essence de l'humour juif, hein. On se base de nos misères, de nos galères, pour en ressortir quelque chose de positif et quelque chose de joyeux. Voilà, hein, je vais pas vous sortir tous les exemples, le blanc sur le toit. Enfin, moi, j'ai baigné là-dedans, et donc ça fait partie de ce que je suis, et je l'ai livré tout simplement. Merci en tout cas. Et le professeur Cyril Cohen aussi a une question pour toi. Bonjour. Bonjour. On ne le présente plus. Non, bien sûr. Je vous ai vu de nombreuses fois dans d'autres circonstances, avec le masque, sans le masque, pas le masque. Avec le vaccin, sans le vaccin. Alors, je fais des promos pour le vaccin. J'ai un stock là qui me reste. Donc, non, moi, ce que je voulais vous demander, en fait, je vous connaissais pas trop, et j'avoue que j'écoute pas tellement les chaînes françaises. Je passe, mais j'écoute pas tellement, et j'ai toujours plaisir à passer sur Radio J. D'ailleurs, bonjour à toute l'équipe. Et moi, ça a vraiment résonné, ce que ça m'a rappelé lorsque j'ai entendu ce plaidoyer, c'est le plaidoyer d'Herbert Pagani. Je ne sais pas si vous le connaissez, le plaidoyer pour ma terre. J'ai vu une certaine similitude, une réactualisation de ces mots. Moi, j'ai grandi littéralement avec ce plaidoyer. Mon père avait le disque, il le mettait souvent, et j'ai tous ces mots en tête. Et vous avez mentionné justement qu'il y a eu beaucoup de réactions. Vous avez reçu pendant plusieurs jours. Moi, j'étais un peu curieux de savoir quelles ont été les réactions qui vous ont le plus marqué ou le plus surpris après justement ce discours, cette chronique monumentale. En fait, c'est vrai que j'ai reçu le même genre de message, mais ce que par exemple, il y en a quelques-unes qui vont ressortir. Bon, évidemment, j'ai reçu des commentaires négatifs aussi, hein, comme vous pouvez imaginer. Moi aussi, je reçois des anti-vax. Et je ne m'y attarde pas. Et d'ailleurs, je suis pas là pour débattre avec ceux qui sont pas d'accord avec nous. Il y en a d'autres qui feront ça très bien. Moi, j'ai exposé un point de vue et un ressenti. Mais en tout cas, ce qui m'a touché, c'est que déjà, ça a vraiment touché hommes, femmes, tous les âges. Donc voilà, j'ai reçu des messages et de partout, de France, d'Israël, du Portugal, des États-Unis, etc. Ce qui m'a touché, c'est par exemple, je vais vous donner des exemples comme ça, mais j'ai un monsieur qui était dans la voiture avec ses enfants et qui est tombé sur cette chronique. Et en fait, ça lui a permis d'expliquer en fait toute notre. Enfin, il s'est arrêté avec eux et ça lui a permis de leur expliquer ce qui se passait pour nous les Juifs. Ça a été un moment de transmission grâce à ma chronique en fait. Et donc j'ai trouvé ça très émouvant. Par exemple, une jeune fille qui a écouté ça avec sa maman, une jeune fille de 17 ans, et qui a dit à sa mère à la fin de la chronique, tu vois maman, c'est exactement pour ça que je veux aller habiter en Israël. Que des choses comme ça très, très touchantes ou pareil, des témoignages de gens dont les grands-parents ont vécu la Shoah. Donc ce qui a été surprenant, c'est vraiment cet élan d'un coup comme ça et de manière assez universelle de plein de juifs en même temps et
Et c'est comme si on avait eu une espèce de respiration tous ensemble. Et moi, j'en ai eu des tremblements pendant des jours et des jours. Voilà, j'avais mon téléphone qui sonnait. Et j'ai vraiment essayé de mettre un point d'honneur à répondre à tout le monde parce que les gens, ils ont écouté mes mots. Ils avaient aussi envie de partager un sentiment et ils avaient aussi envie de me livrer quelque chose de leur cœur à eux. Et donc, j'estimais qu'il fallait que j'essaye, en tout cas, dans la mesure du possible, de répondre à chacun, quoi. Ouais, magnifique. Alors, il y a notre guide conférencier, David Chawat, qui a une question pour toi. Alors tout d'abord, Anaëlle, recevoir des compliments sur ta vidéo virale par le spécialiste professeur Cohen, c'est déjà pas mal, parce qu'il s'y connaît tout ce qui est viral. Tout ce qui est viral, il s'y connaît. C'est pas la Légion d'honneur, mais presque. Ouais. Et moi, j'ai enfin une chose que j'ai remarqué. Est-ce que tu as ressenti que tu as dû, à un moment donné, peut-être te poser la question, je pense qu'on peut le faire ensemble, être d'un côté un bon citoyen, une bonne citoyenne française, par rapport à l'État, mais d'un autre côté, ne pas oublier qu'en Israël, c'est ton peuple, c'est tes frères. Ça ne remet pas en question ta fidélité au pays, à la France, mais d'un autre côté, de se dire, il y a aussi des frères à moi qui sont là-bas. Et est-ce que tu as ressenti un petit peu cette... En fait, c'est, pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai voulu témoigner dans ce texte, en fait. C'est parce que la base du texte, donc le texte s'appelle Israël, la vraie insoumise, pour des raisons, voilà, parce que être insoumise, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Bah oui. Et puis tu faisais un clin d'œil à la France insoumise et à sa réaction, à la réaction bien sûr, évidemment. Mais ce que je développe dans ce texte, c'est Israël, c'est ma cousine, parce que vraiment c'est ça, on peut être français. Je pense que les gens dans le monde entier appartiennent à un pays et ont de la famille dans d'autres endroits. Et on peut très bien être français, faire sa vie en France, économiquement, avec le cœur français, avoir des valeurs françaises. Et pourtant, soutenir sa famille, en fait, parce que c'est vraiment ça. Israël, c'est notre famille. Et quand nous, les Juifs de la diaspora, on soutient Israël, c'est parce qu'on connaît Israël. C'est parce qu'on a un pied là-bas et qu'on a notre cœur là-bas, parce qu'on y va, parce qu'on a notre famille qui y est. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'approprient le conflit israélo-palestinien sans jamais rien y connaître, en fait, quel que soit le camp. Mais je trouve ça important d'avoir l'honnêteté intellectuelle de se renseigner sur ce qu'on raconte. Donc j'ai émis un point de vue parce qu'aussi je connais Israël et qu'en fait, je ne suis pas la seule à connaître Israël, on est très nombreux. On est très nombreux à avoir cette relation avec Israël, en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu témoigner dans ce texte. On a le droit d'être juif. Et justement, donc avant, voilà, on disait, je suis juif, mais sans jamais trop dire, je suis pour Israël, parce que ça a toujours été un sujet tabou. Et quand je dis que c'est un coming out, c'est parce que là, j'avais vraiment envie de dire, je suis juive, mais j'aime Israël. Et mon cœur va vers Israël, parce que Israël, c'est ma famille. Et ma famille y souffre, donc je souffre, voilà. Bravo. En tous les cas, j'ai une question un peu difficile. En Israël, on sait faire de l'humour surtout sur la guerre, etc. Tu arrives à trouver quand même ces points d'humour, pas de moquerie, bien sûr, de la situation, mais on arrive à s'en sortir parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. En fait, ce qu'il y a, l'humour pour moi, donc c'est encore une fois, c'est de se baser sur la vérité. Et la vérité aujourd'hui est tellement absurde. Voilà, nous dans le paysage politique français, avec tout ce qui se passe et tous les commentaires qu'on a, on a des choses tellement absurdes qu'on a l'impression que c'est des sketchs, tellement c'est ridicule des fois. Et donc il faut savoir tirer ce qu'il y a de horrible des fois pour en faire quelque chose, pour apprendre à survivre avec, quoi. Comme disait mon grand-père, tant que ce n'est pas bien noir, ça peut pas s'éclaircir. C'est un proverbe yiddish qu'il a longtemps utilisé dans sa vie, surtout pendant la Shoah. Nous sommes arrivés au fond des ténèbres et la lumière reviendra encore plus éblouissante. Israël nous a toujours tendu les bras quand nous avions peur, à nous de lui tendre les nôtres et de la protéger. Anachnu beyachad, anachnu choshvim alechem, anachnu chazakim chaverim, am Israël chai, shalom à l'Israël. Et voilà ce petit drapeau, ou plutôt ce grand drapeau qu'on peut pas montrer partout de peur de se faire tabasser, mais au moins je peux le montrer à la radio juive en France. Voilà. Bravo. En attendant que le monde aille mieux, je vous souhaite une bonne journée. On peut toujours rêver. Merci beaucoup Annabelle Nakache pour cette chronique émotion. Donc c'est vraiment ce que je fais depuis le 7 octobre et ce que je m'efforce à faire. Donc évidemment, des fois on est en overdose, on va pas se mentir. Il y a eu des moments, les moments de trêve avec la libération des otages, des moments où nous en France on a vécu des pics absolus d'actes antisémites, mais il faut arriver à en faire quelque chose. Donc moi par exemple là-dessus,
et ben voilà, au lieu de parler de pics d'actes antisémites, on est sur l'antisémiton. Au lieu de parler du Téléthon, voilà, on va battre le record des actes antisémites. Donc j'arrive toujours à trouver un décalage et à arriver à en tirer quelque chose. Mais de toute façon, on est là. Nous, les artistes, je trouve qu'on est là pour à la fois susciter le rire, mais aussi l'émotion. On est là pour changer les consciences et pour faire évoluer les consciences et surtout se baser sur la vérité, quoi. Avis. À tel point d'ailleurs que ici en Israël, ça explose. Les scènes d'humoristes israéliens, voire même parfois francophones, explosent sur les scènes et on entend d'ailleurs une publicité qui, pour une école de théâtre francophone, dire malgré la guerre, il faut reprendre la vie culturelle. On sacralise en fait la vie ici en Israël. Elle accompagne finalement aussi nos drames et c'est ce que tu disais tout à l'heure à propos de cette habitude qu'on a de la dérision. Ouais. Cette dérision qui fait partie de notre ADN. Est-ce que ça t'étonne finalement qu'en Israël, malgré quelque chose d'un petit peu singulier qui a été le 7 octobre par rapport à l'histoire d'Israël, est-ce que ça t'étonne qu'il y ait autant de réactions aussi vives, aussi vivantes? Non, pas du tout, parce qu'en fait, non, ça m'étonne pas du tout, parce qu'en fait, rire, c'est vivre en fait. Voilà, encore une fois, je vais repartir sur quelque chose d'aussi tragique et d'aussi grave. La Shoah, il y a des gens qui ont réussi à survivre dans les camps parce qu'entre eux ils se faisaient des blagues et parce que voilà, moi j'ai un grand-père, donc mes grands-parents sont d'origine polonaise et ils ont été exilés, ils ont survécu à tout ça. Et j'avais un grand-père qui avait un humour incroyable en fait, et donc je pense que c'est génétique. Et en fait, il avait toujours une blague pour chaque situation. C'est un peu comme dans le violon sur le toit, un moment, dans le shtetl, comme ça, il y a les personnages qui disent ah oui, longue vie au tsar, mais loin de chez nous, quoi. Bah là, c'est pareil. Voilà, il faut arriver à trouver de quoi. Voilà, c'est comme une racine d'un arbre qui meurt et on essaye comme ça de tirer pour faire repousser quelque chose, parce que arriver à rire du tragique. Évidemment, il y a des moments pour ça. Il y a des moments, il faut doser. L'humour, c'est toute une question de rythme, de nuance. On peut pas faire des blagues à certains moments, on peut les faire à d'autres. Il y a une façon de les jouer. C'est tout ça, c'est la petite cuisine des humoristes. Mais je suis pas du tout étonné qu'en Israël il se passe ça, parce qu'en fait, Israël, ça grouille. Israël, c'est ça en fait, typiquement. Moi, j'étais en Israël juste avant tout ce qui s'est passé. J'y suis allé cet été. Et ça faisait un petit moment que j'étais pas venu en Israël. Et donc, je connais bien Ra'anana. Il y a plein de quartiers que je connaissais même pas. En 5 ans, j'ai vu comme ça pousser des quartiers entiers. Et en fait, c'est ça Israël. Israël, c'est on fait vivre, on crée, il se passe un échec, on se relève. Et en fait, je crois que c'est l'histoire du peuple juif, tout simplement. C'est la blague d'ailleurs qu'on dit que quand à Tel Aviv... Excuse-moi, quand on dit à Tel Aviv, il y a un missile qui est tombé sur un terrain vague, le lendemain, il y a tous les promoteurs qui ont cherché. Mais où est le terrain vague à Tel Aviv pour, Tu vois. Oui, effectivement, ici, on fait des blagues. Alors, pour terminer, on arrive malheureusement à la fin du temps qui nous est imparti, mais j'ai quand même une dernière question pour toi, Annabelle, parce que finalement, tu disais tout à l'heure, tu es artiste, tu es ouais. comédienne, tu fais partie de ce monde un peu culturel français ou parisien, qui a multiplié quand même les appels au cessez-le-feu, les tribunes, les pétitions. Comment est-ce que toi, en tant que comédienne, finalement, tu le vis et est-ce que tu as perdu des amis depuis le 7 octobre et depuis ta tribune surtout? Alors, pour moi, le monde des comédiens et le monde du show business, en fait, c'est très abstrait. C'est une idée qu'on se donne et c'est tout à fait... Oui, bien sûr, il y a des bien-pensances comme partout, des cercles, des gens qui ont envie de se réunir autour d'une idée. Personnellement, moi, j'ai jamais été dans ce genre de cercle. Je suis quand même assez un électron libre. Et donc, je suis le genre de personne qui assume ce qu'elle écrit, ce qu'elle joue. Et oui, après, j'ai pas...
je rencontrerai forcément des gens dans mon cercle qui ne pensent pas la même chose que moi. Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, c'était une sorte de coming out. Alors effectivement, est-ce qu'à la suite de ce coming out, tu as perdu des amis même qui ne sont pas du showbiz? J'ai pas encore toutes les conséquences sur le long terme mais je le verrai de toute façon. Mais oui, évidemment que j'ai perdu des gens. Après, je sais pas si vraiment c'était des amis, pour être honnête. C'est pas forcément des gens que je fréquentais, c'est plutôt des gens que j'ai fréquentés à un moment et que je me suis rendu compte, qu'on n'avait vraiment pas du tout les mêmes valeurs. Et par contre, de temps en temps, ce qui est rassurant, c'est que pour le coup, au contraire, il y a des gens avec qui j'avais pas forcément parlé de ça et avec qui j'ai pu développer, et des gens pas juifs, et donc leur faire comprendre ce qui se passe, en essayant de leur faire comprendre d'un point de vue aussi historique, des faits, enfin voilà, pas juste sur l'émotionnel, parce que ça sert à rien. Et pareil, des gens qui ont pu croire être en froid avec moi parce que j'avais des positions assez marquées. Et de la même manière, quand on a envie de dialoguer, c'est pas parce qu'on est pour un camp qu'on a envie, qu'on n'a pas envie qu'il y ait une solution en fait. Donc il faut aussi savoir, raisonner comme ça. C'est pas parce que je défends Israël que d'un autre côté, j'ai pas envie qu'il y ait un avenir meilleur pour les deux peuples. Donc par contre, il faut comprendre d'où on vient et pourquoi Israël est là et pourquoi Israël a le droit d'exister et pourquoi les Juifs sont si attachés à Israël. Mais je le saurai à l'avenir. On verra. Tu nous raconteras si effectivement. Tu nous raconteras si ça t'a fermé des portes ou si au contraire ça t'en a ouvert d'autres, parce que certes. Très souvent, je pense que c'est ça qui va se passer. Exactement. Forcément, c'est sûr. Forcément, quand il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent et puis finalement tout est toujours pour le mieux, comme on dit ici à Kol Letova. En tout cas, exactement. Annabelle, merci beaucoup d'avoir à nouveau répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous pour votre accueil. En tout cas, on pense très très fort à vous. Voilà. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui a envie d'être sur place, d'aller faire du volontariat. En tout cas, en France, les gens sont très très dynamiques par rapport à ça et ça leur a vraiment ouvert les yeux à pas mal d'entre eux. Et ce qui est formidable, c'est que voilà, on est tous différents, que ce soit de notre niveau, de nos racines, nos cultures, notre niveau de religion, etc. Mais on est tous unis. Le peuple juif est vraiment ressorti. Ce qui est ressorti, c'est vraiment l'union et la solidarité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez magique. Et cette magie-là, personne ne peut nous l'enlever. Exactement. On le sait en tout cas, on le ressent. On ressent beaucoup ce soutien de la communauté juive de France et d'ailleurs. Et merci beaucoup et à très bientôt. Tu viendras nous dire et puis pourquoi pas nous parler de ton prochain spectacle. Au revoir Annabelle. Au revoir, à bientôt. J'espère venir le jouer en Israël un de ces jours. Amen. Comme ça, vous verrez pour de meilleurs Am Israël Chai en tout cas. Merci. Et je vous embrasse tous. Am Israël Chai. Bye. Au revoir.